Vision de l'actualité avec Paolo Dantas. On parle d'endettement et des formations supposées antiracistes. Bienvenue à Vision de l'actualité, Bienvenue à Vision de l'actualité, votre rendez-vous hebdomadaire pour mieux comprendre les enjeux qui façonnent notre quotidien. Aujourd'hui, une émission qui vous fera réfléchir et aussi mieux se préparer pour les fêtes. Dans un premier segment, on plonge dans les mondes des finances personnelles avec Sophie Desautels, qui est la première directrice principale et syndic autorisée en insolvabilité chez Raymond Chabot. Elle nous donnera des conseils précieux pour éviter les pièges financiers et vivre des fêtes sans stress en gardant les contrôles de votre portefeuille. Ensuite, cap sur un débat d'actualité qui fait beaucoup jaser, c'est les formations antiracistes. Avec David Santarossa, on explorera comment ces programmes d'équité, diversité et inclusion peuvent parfois polariser et amener certains à percevoir du racisme là où il n'y en a peut-être pas. Préparez-vous comme toujours pour une émission riche en discussions et perspectives. Comment maîtriser vos finances pour des fêtes sans se stresser? Les fêtes approchent à grands pas et avec elles, les dépenses qui peuvent rapidement nous dépasser. Cadeaux, repas, décorations, tout ça peut transformer cette période magique en un véritable casse-tête financier. Pour éviter que les stress prennent les dessus, nous recevons aujourd'hui Sophie Desautels, qui est syndic autorisée en insolvabilité chez Raymond Chabot. Madame Desautels, bienvenue à Vision de l'actualité. Bonjour, merci beaucoup de l'accueil. Une première question, parce que ça commence vraiment à stresser le monde quand on parle d'argent, mais j'aime parler d'argent, surtout en temps des fêtes. Selon vous, pourquoi que les fêtes surtout représentent un moment si critique pour les finances personnelles des Québécois? Oui, c'est un gros moment pour les finances. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui arrivent durant le temps des fêtes. Il y a beaucoup d'émotions durant le temps des fêtes et il y a beaucoup de dépenses. Puis souvent, les deux sont liés. Alors, c'est important de faire un budget durant le temps des fêtes parce que avec les émotions liées à ça, l'effervescence des fêtes, souvent, on peut s'embourber. Et avec les achats impulsifs, ça peut être très difficile de gérer notre budget par la suite. Et vous avez tout à fait raison parce que vous avez utilisé les mots émotion, puis c'est ça que les compagnies des marketing essaient de nous faire, de nous enlever notre côté rationnel pour nous mettre dans un côté émotionnel. Ils commettent d'abord, je vais l'appeler des erreurs financières, puis que les gens commettent. Mais selon vous, quelles sont les principales erreurs financières que les gens commettent pendant cette période? Parce que on a les vendredis fous, les cyberlundis, Boxing Day, etc., etc. Tout ça nous fait un peu sortir de notre commettre certaines erreurs selon vous, non? Bien, effectivement, on est bombardé de plusieurs publicités, surtout maintenant avec les réseaux sociaux. On en voit à profusion, souvent plusieurs à l'heure, dépendamment de la consommation des réseaux sociaux qu'on peut faire. Mais c'est vraiment important de toujours rester dans l'objectif qu'on a. Alors, la première erreur à ne pas faire, je dirais, c'est de ne pas faire un budget. Donc, il faut faire son budget pour préparer le budget détaillé du temps des fêtes. Et je vous dirais que ce n'est pas juste les cadeaux, là. Quand on fait un budget pour le temps des fêtes, c'est qu'on va se préparer pour, oui, les cadeaux, mais les décorations additionnelles, les repas spéciaux, le voyagement, effectivement, si on va voir la famille plus loin, il y a des frais d'essence supplémentaires. Il y a le petit cadeau d'hôtesse aussi qu'on va apporter si on a plusieurs soupers ailleurs. Ça, c'est toutes des petites dépenses. On ne voit même pas des fois. Oh là là! Non, on voit pas. C'est vrai, on parle du cadeau, mais on oublie ce que ça vient avec. La robe ou l'habit supplémentaire qu'on n'aurait pas acheté en novembre ou en octobre. Mais là, en décembre, on va en acheter pour le temps des fêtes, Noël, d'autres fêtes, le jour de l'an, la veille du jour de l'an, dépendamment de ce qui est fêté selon votre famille. Il faut regarder ça et il faut mettre un montant spécifique à chacune des catégories en fonction de son revenu à nous.
ça, bien vraiment, ça va ça va nous aider à avoir un effort financier complet, puis à éviter les achats impulsifs de dernière minute. Parce que si on n'a pas mis de montant, quand on va arriver la veille, oui, on va se laisser aller, effectivement. Puis c'est très une chose qu'on voit dans notre société, mais pas juste nous autres, le monde complet en vit un peu, c'est qu'on voit que l'endettement déménage, s'alourdit de plus en plus. Et comment nous, on peut, parce que l'argent, c'est toujours un côté tabou. Comment qu'on peut parler des budgets des fêtes avec notre famille? Parce que je pense que c'est le moment de s'asseoir. Puis est-ce qu'on peut parler des budgets avant de commencer les fêtes avec notre famille? Absolument. Parler de budget avec notre famille, avec les gens proches de nous, ça permet d'établir les attentes. Alors, si cette année, ça n'a vraiment pas bien été, on n'a pas une bonne année financière pour plein de raisons, que ce soit le budget, l'augmentation des prix des services, ou on a eu une période pas d'emploi, une maladie, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être plus serré cette année. Bien, si on dit tout de suite à notre famille, bien écoutez, cette année, les cadeaux, ben ils vont être plus raisonnables, ou ça va être une par personne, ou on peut se faire une pige de cadeaux pour éviter de faire 3, 4, 5 cadeaux. Avec une pige de cadeaux, ben c'est un cadeau pour une personne seulement qu'on doit acheter. Ça peut être franchement moins stressant. Plutôt que d'établir la liste puis de voir que nos finances s'envolent rapidement, là. Oh là là. Il y a d'autres différentes stratégies aussi, là. On peut parler des cadeaux faits à la main. Il y en a qui sont très bons en cuisine. Ouais. Parce qu'on oublie des fois l'essence de Noël. Hein. L'essence de Noël, c'est d'être ensemble, une famille. Puis des fois, on met tellement d'importance sur les cadeaux, la quantité des cadeaux. Puis on oublie qu'à la fin, que nous sommes là pour être ensemble, pour avoir des bons moments de famille. Puis que les cadeaux, c'est pas la chose la plus importante. Puis on parle cadeaux, on parle d'argent aussi. Exactement. Il faut renverser un peu les priorités. Vous l'avez tellement bien dit. Puis c'est pour ça qu'un don de temps, un don de soi, que ce soit des expériences. Oui, absolument. Puis si on est serré présentement et on sait qu'on va avoir une certaine rentrée d'argent dans le futur, bien à ce moment-là, ça peut être un moment qu'on va aller passer avec la personne ou les enfants de la personne dans un atelier de création, de peinture, un jeu d'évasion, mais plus tard, selon notre réalité à nous. Donc, en le planifiant tout de suite, ça nous permet d'offrir la bonne chose et de pas faire d'insomnie financière en janvier quand nos factures vont arriver. Oui, c'est ça, c'est une autre chose, Madame du Hôtel, de bien dit, parce qu'après, on oublie que janvier, ça commence toutes les petites courriels des pays, des taxes qui arrivent, donc tout ça. Mais une autre chose, vous êtes dans les domaines avec Raymond Chabot, vous consultez, vous préparez, vous aidez plusieurs personnes dans plusieurs situations. Mais croyez-vous que nous, au Québec, surtout avec votre expérience, est-ce qu'on parle assez d'argent chez nous? Parce que des fois, on voit des gens qui parlent beaucoup, qui manquent une certaine littératie financière. Est-ce qu'on parle souvent d'argent chez nous, dans les écoles, en société même? On parlera jamais assez d'argent. Même si ça s'améliore grandement avec tous les réseaux sociaux, avec plusieurs sorties. Mais l'argent, vous l'avez dit, hein, c'est tabou. Ça le sera toujours un peu, dépendamment de notre interprétation de l'argent, mais on n'en parlera jamais assez. Donc, c'est bien que parfois, on voit, vous savez, moi, j'ai une fille au secondaire et son prof d'anglais met des budgets dans son cours et j'ai trouvé ça fantastique. Donc, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous de pouvoir en parler le plus possible. Puis, j'encourage toujours les gens aussi à parler de finances avec leurs enfants, de leur dire que cette année, on a un tel budget, ou surtout aussi pour les vacances à venir. Dites à vos enfants, c'est quoi le budget de vacances cette année? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il n'y en a pas? Et qu'on doit être créatif et envisager d'autres types de vacances. Alors, parler de finances, ça permet aussi
diminuer ou de vraiment avoir des bonnes attentes. Oui, éviter aussi des malentendus, oui, parce que c'est comme vous avez dit, on peut parler des budgets avec nos enfants. C'est un très bon conseil qu'ils vous donnent. Et aussi, ça va gérer les attentes puis éviter des malentendus parce que plus ils sont grands, puis ils vont comprendre comment ça fonctionne, puis ça va leur servir aussi des leçons pour le restant de leur vie aussi. Exactement, ils vont devenir des adultes responsables, conscients des dépenses. Alors, puis c'est pas tout le monde qui sait faire des budgets là, c'est normal. Si on n'en a jamais fait, on peut se sentir démuni là, complètement là. Il y a des organismes qui font des budgets à tous les jours avec des gens. Nous, on fait des budgets là avec les gens qui viennent nous voir qui sont en difficulté financière. Puis on les réfère aussi, on a un bel outil gratuit en ligne qui permet de simplifier la tâche, faire un budget détaillé. Oui, sur le site direct de Raymond Chabot, il y a un outil gratuit en ligne. C'est bon. Puis on peut faire plein de scénarios. Et c'est vraiment, ça permet de voir, parce qu'il faut toujours se rappeler que oui, on a des rentrées d'argent mensuelles, bimensuelles, hebdomadaires, et il faut que ce soit bien calculé au bout du compte, là, pour pas qu'il nous manque d'argent à la fin du mois. Donc, planifier, ça nous permet vraiment d'être en paix là, avec nos finances au bout du mois. Oui, on peut avoir un outil très intéressant chez les sites web de Raymond Chabot. Vous avez mentionné que vous avez une fille. Moi aussi, j'ai une fille au secondaire. Puis, c'est ça la difficulté, parce que comment résister, les jeunes, surtout les ados, parce qu'ils ne croient plus au Père Noël, mais comment résister, je pense que vous avez vécu la même chose, à la pression des promotions puis des rabais, des fois des veaux rabais, qui nous poussent vraiment à dépenser plus. Parce qu'on voit que de temps en temps, la mode, puis la tendance, puis tout ce que les gens portent, c'est comme intéressant. Des fois, ils disent, je veux un tel soulier. Mais pourquoi? Non, j'ai l'aime de tel soulier. Mais quand tu arrives dans l'école, tout le monde porte le même soulier. Puis comment résister à cette pression qui c'est de plus en plus fort pour nous autres en temps des fêtes? Il faut en parler et bien planifier. Donc, en incluant nos enfants dans toutes les discussions, ça permet de faire des choix, parce que c'est normal de faire des choix. C'est pas normal de toujours avoir. Mais en faisant des choix et en bien planifiant, vous m'avez parlé du Black Friday et du Cyber Monday, le Cyber Lundi. Bien, en planifiant d'avance et en sachant exactement quel item coûte combien, bien, lors des gros événements comme ça, ça nous permet de bien comparer les prix, c'est vrai, on fait pas ça. De ne pas se faire avoir avec de faux rabais et de vraiment pouvoir aller chercher ces économies-là et peut-être pouvoir avoir tel item qu'on n'aurait pas pu se payer normalement, mais qui, là, pourrait rentrer dans notre budget avec ce rabais-là du Black Friday ou du Cyber Monday. Alors, si on a vraiment bien planifié, ça peut être rentable si ça nous permet d'éviter les achats impulsifs, là, comme on parlait au départ, là, au début. Madame Desautels, j'ai 1 minute pour finir, mais il faut que je vous pose la question. Quel est votre conseil ultime pour nos auditeurs qui nous écoutent? Quel est votre conseil ultime pour que les Québécois passent des fêtes joyeuses, mais aussi financièrement responsables? Oui, faites votre budget, planifiez encore et encore. Et surtout, si vous êtes en situation financière plus délicate, n'hésitez pas, parlez-en, puis venez nous consulter. Là. Des gens comme moi, chez Raymond Chabot, on est là pour trouver des solutions, puis vous permettre de mieux dormir là, à la fin du mois. Super intéressante comme toujours. Madame Desautels, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Sophie Desautels, directrice principale et syndic autorisée en insolvabilité chez Raymond Chabot. Après la pause, David Santa Rosa pour parler avec des formations supposées antiracistes. Le racisme est un enjeu des sociétés indéniable, fait objet de nombreuses initiatives visant à sensibiliser et éduquer. Parmi elles, les formations sur équité, la diversité et inclusion qui visent à bâtir une société plus juste et inclusive. Mais ces programmes suscitent aussi des débats. Aujourd'hui, nous recevons David Santa Rosa qui soulève une question intrigante. Si ces formations antiracistes nous poussent-elles à voir du racisme des fois partout? Monsieur Santa Rosa, bienvenue à Vision de l'actualité. Bonjour.
Monsieur Santa Rosa, vous avez partagé sur X un fil très intéressant sur une étude qui parlait des formations antiracistes qu'on appelle EDI, équité, diversité et inclusion, qui mènent des gens à voir des fois les racismes lorsqu'il n'y a même pas. Pouvez-vous nous faire un petit résumé de cette étude? Oui, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit un peu en introduction, tout le monde est pour la tarte aux pommes, parfois c'est ce qu'on dit, hein, c'est-à-dire que tout le monde est pour l'équité, tout le monde est pour la justice, je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Mm-hmm. La manière, par contre, est très importante. Et il y a eu, dans les dernières années, beaucoup de formations, justement, dans les entreprises, dans les écoles, dans les universités, pour dire, voyez-vous, voici comment on inclut les gens, voici comment on reconnaît la diversité. Et ça, bien sûr, ça, c'est sujet à débat, la manière dont on doit le faire. Mm-hmm. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dans beaucoup d'entreprises, on a créé des formations, on a expliqué que finalement, la suprématie blanche, rien de moins, n'est-ce pas, était au cœur de nos sociétés et que finalement, il fallait... donc, le racisme était partout et l'absence de racisme, finalement, c'était l'exception. Donc, dans l'étude, on montrait ça un peu, c'est-à-dire que les gens développent une forme de biais de confirmation où on commence à avoir du racisme où il n'y en a pas. Et c'est une réelle problématique parce que, je veux dire, le racisme, la discrimination, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. C'est vrai. Ça peut créer un climat de peur, un climat de suspicion aussi, alors que généralement les relations entre les personnes sont relativement en paix, si on veut. Mais évidemment, il faut faire attention parce que le racisme continue d'exister sur le marché du travail, il n'y a pas de doute. Là. Oui, puis c'est ça que c'est important, c'est de séparer les choses parce qu'on sait que les racismes existent, mais après, parce que ça est devenu un peu une machine à sous ces formations-là, puis on voit qu'il y a des compagnies, de plus en plus qu'on a vu récemment, qui même Walmart, c'est une grosse compagnie, c'est quand même c'est pas un petit dépanneur, il abandonne ses politiques de diversité, d'équité, d'inclusion. Il dit non, c'est fini, c'est toutes ces formulaires, ces choses qui peut-être n'avaient vraiment rien dit des fois. Oui, absolument. Donc, oui, c'est-à-dire que depuis grosso modo 2020, surtout avec la question de le meurtre de George Floyd, je pense que tout le monde a réagi de manière assez importante à ces images-là. Les entreprises se sont dit, on doit prendre au sérieux la question du racisme. On a fait des formations qui, maintenant les études sont claires, là, dans le meilleur des cas, elles n'ont pas d'effet. Dans le pire des cas, elles ont un effet contraire. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué tantôt, on va voir du racisme où il n'y en a pas. On va commencer aussi, ça c'est important, je pense, on va commencer à essentialiser les gens de diverses communautés en lien avec ces formations-là, parce qu'on va nous dire, un noir, c'est ça. Un blanc, c'est ça. Un asiatique, c'est ça. Alors que, évidemment, un blanc, un noir ou un asiatique, ce sont tous des groupes qui sont... Ce sont des groupes qui sont hétérogènes, c'est-à-dire il n'y a pas un noir, tous les noirs ne sont pas pareils, tous les asiatiques ne sont pas pareils, donc curieusement les mouvements antiracistes un peu se nourrissent de stéréotypes raciaux qu'on a historiquement voulu combattre. C'est vrai, puis ça c'est mon avis, mon humble avis là-dessus, parce que ça a l'air qu'on commence avec ces formations, créer une certaine génération avec une très faible résilience émotionnelle. On a vu sur les médias une fille qui a une correctrice du camp, elle a poursuivi le camp parce que dans la correction d'un exposé avec du contenu raciste, en tant que noire, elle se sentait blessée. Comme, écoute, moi je suis d'origine brésilienne, je suis noir, puis il y avait un spectacle à un moment donné que je voulais voir, que c'est sur les chants racistes, mais il y avait des gens qui disent non, ça peut pas voir cet spectacle. Je dis, c'est pas eux de décider. Je pense que les gens noirs, ou peu importe, sont assez pragmatiques, intelligents pour décider pour eux-mêmes, ou là, tu te fais mettre dans une communautarisme qui dit non, nous, on sait qu'est-ce qu'eux, ils pensent. Ça devient un peu comme illogique. Oui, absolument. C'est ce qu'on voit aussi dans ces milieux-là, c'est qu'il y a des gens qui se présentent comme étant les porte-paroles, par exemple, de la communauté noire. Mais évidemment, comme je le disais tantôt, la communauté noire est beaucoup plus hétérogène que ça. Et il y a des débats comme dans n'importe quelle communauté, dans n'importe quel groupe. Ça va de soi. Et oui, c'est-à-dire qu'il y a l'idée aussi que certains propos seraient tellement offensants qu'on ne pourrait pas les entendre, qu'il ne faudrait pas les entendre, comme on protège des enfants de certains films. Bon, évidemment, pour des enfants, on peut le comprendre. Pour des adultes, j'ai l'impression que l'immense majorité des adultes, on est capable de gérer même des propos qui peuvent être abjects, avec lesquels on peut être en désaccord. Mais et qu'il y a des lois pour ça aussi, parce que si ça dépasse les limites de la loi, il y a la loi. Oui, absolument.
Et une chose que c'est triste aussi, puis c'est compliqué, parce que quand j'ai vu l'étude, je m'attendais à avoir plus de discussions sur cette étude, parce que les progressistes, des fois, ils disent « nous sommes ouverts au débat », mais il n'y en a pas beaucoup. Ils sont des fois dans une chambre d'écho. Ils aiment ridiculiser ceux qui ont des questions légitimes concernant l'efficacité de cette politique, mais il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, OK, c'est ça, une petite étude, on oublie ça, on passe d'autre chose. Oui, absolument. Hein. C'est-à-dire que souvent, les gens vont généralement se réclamer de la science quand ça fait leur affaire. C'est vrai. Hein? C'est-à-dire que maintenant, la science a clairement démontré l'inefficacité de ces formations-là, mais on continue de les donner. Et vous l'avez dit il y a quelques instants, c'est maintenant une industrie. On parle de 8 milliards de dollars de ces formations-là. Ça commence à être beaucoup de sous pour des formations qui ne sont pas utiles, il faut le rappeler. Et puis, donc voilà. Donc, je pense que manifestement, il faut combattre ça. Et vous parliez à l'instant des chambres d'écho. Je pense qu'il faut en dire un mot. Hein, c'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, dans les derniers temps, sur la plateforme X, anciennement Twitter, beaucoup de gens disent je vais quitter X parce que finalement, c'est maintenant un environnement nauséabond. Ben, est-ce qu'il serait possible que finalement, maintenant, les gens plus à gauche aimaient ça, vivre peut-être dans leur chambre d'écho, même s'ils critiquaient la chambre d'écho des autres? C'est ça. Donc, c'est un peu ça que je vois sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Oui, j'ai eu le même réflexe quand je voyais de monde dire je vais quitter X. Écoute, c'est OK. Donc, on va choisir la chose qui, nous, on veut se parler, continuer de parler entre nous autres, mais on n'est pas capable d'écouter les autres. Et quand on revient sur ces programmes, parce que dans le fond, ces programmes, ils peuvent quand même avoir l'effet contraire. Parce que les gens qui ont des doutes légitimes, comme j'avais mentionné, ils vont suivre des fois ces formations parce que d'abord, c'est obligatoire dans certaines compagnies, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont d'accord. Donc, ces formations vont créer une certaine crainte pour les gens qui ne sont pas d'accord de s'exprimer librement parce que ils vont avoir peur de se faire accuser des racismes. Donc, c'est un peu, les gens disent que tu es obligé de faire la formation. Ah, OK, ça rentre dans mon profil de ma job. OK, lecture inclusive. J'ai une autre formation à faire. J'ai microagression. Mais écoute, à un moment donné, les gens, c'est pas parce qu'ils font ces cours, parce que t'imagines, ce sont ces cours qui sont très chers, que les compagnies achètent, mais les résultats, j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Oui, absolument. Et en management, on va parler, par exemple, d'une culture du théâtre. C'est-à-dire que les gens sur un lieu de travail se mettent à dire, à recracher en quelque sorte les mêmes valeurs que ceux des patrons, parce qu'ils se disent, si je ne dis pas ces valeurs-là, je vais peut-être perdre mon boni. Il y a dans certaines entreprises, ça fait ça. Ça veut dire, si vous ne suivez pas ces formations-là, vous n'allez pas recevoir votre boni de fin d'année. Donc oui, il y a une culture du théâtre où on se met un masque et on dit, oui, bien sûr, je crois à tout ce que le patron dit, à ce que tout le formateur a dit, est-ce que je peux avoir mon chèque maintenant? Et c'est bien triste, parce que justement, il y a un sentiment d'inauthenticité. Aujourd'hui, à notre époque, on parle tellement souvent de santé mentale. Je veux dire, cette culture du théâtre-là ne peut pas aider notre bonheur au travail, ça c'est certain. Et ça crée en même temps un climat un peu de peur, justement, de dire, si je dis pas la bonne chose, si je ne suis pas d'accord, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Là? C'est ça. Puis, pensez-vous aussi que ces initiatives sont parfois plus, comment je dirais, moralisatrices qu'éducatives? Absolument. Donc, moi, pour avoir moi-même vécu des formations du genre, des présentations du genre, on ne cherche pas du tout de solution. On cherche pas OK, peut-être que nos critères actuels ne sont pas assez inclusifs, peut-être qu'ils ont certains biais, d'accord, ça se pourrait. Non, c'est pas ça qu'on n'est pas là pour réévaluer certains critères, on est plutôt là pour dire, OK, sentez-vous pas bien parce que des policiers aux États-Unis, par exemple, ont tiré sur des Noirs, alors que ça ne nous concerne pas du tout directement. Moi, je suis un enseignant au secondaire, ça ne me concerne pas directement, mais donc, faut développer justement un peu de ressentiment, mais on ne recherche pas de solution au jour le jour. Là. C'est ce que j'ai observé. Et vous, M. Santa Rosa, vous avez une maîtrise en philosophie, en éducation, vous êtes un professeur. Et une chose que j'aimerais vous demander, en quoi la pensée critique est-elle
essentielles pour aborder ces enjeux de diversité et inclusion? Parce que je pense que ça manque un peu de... Les gens ne se posent pas de questions. Des fois, on accepte toutes ces théories qui ont été conçues n'importe comment, n'importe où, mais dès que la majorité accepte, une classe, une élite, un groupe accepte, tous les gens se font accepter sans vraiment avoir une pensée critique sur la chose. Pensez-vous que ça manque un peu, des pensées critiques dans notre société? Oui, absolument. Mais je ne suis pas convaincu que ça manque tant que ça de pensée critique parce que les gens critiquent la chose. Je pense peut-être que ça manque de courage intellectuel. C'est-à-dire le courage dans une présentation, lors d'une présentation, de lever la main et de dire je ne suis pas d'accord avec vous, je considère que ça fonctionne pas pour diverses raisons. Ça, j'ai l'impression que ça prend énormément de courage à faire dans une réunion. Parce que justement, le présentateur, lui, se drape de vertu, n'est-ce pas, d'antiracisme, d'inclusion. Comment oseriez-vous vous opposer à ça, alors que tout le monde sait, justement, comme j'ai dit tantôt, que non, on débat sur la manière de le faire, pas sur le fond ici. Mais c'est ça que j'ai passé, parce que moi, une fois, je me rappelle d'être dans une de ces formations, et c'est comme vous avez mentionné, la personne qui arrive, tout le monde dit, OK, il faut l'écouter, mais plus je posais des questions, je voyais que les gens me regardaient un peu croche et me disaient, mais pourquoi vous posez ces genre de questions? Je dis, parce que, dans le fond, je suis vraiment pas d'accord avec la façon qu'elle est présentée. C'est pas parce que la personne qui a mis devant moi, les gens vont... C'est pas un peu l'appel à l'autorité. C'est pas parce qu'il dit que c'est vrai, mais comme vous avez mentionné, après la présentation, à titre d'exemple, il y avait plein de gens qui disaient, j'étais d'accord avec toi. Je dis, mais pourquoi vous n'avez pas posé la question? Parce que, comme dit, ça crée un peu cette... Je dis, si tu étais d'accord, pourquoi tu n'as rien dit à l'époque que la personne était devant nous autres? Oui, absolument. C'est des situations que j'entends souvent parler. J'ai vécu la même chose. On peut avoir une petite note d'espoir. C'est ça. C'est-à-dire que dans toute dynamique de groupe, il y a des gens qui sont là pour défoncer les portes en quelque sorte. Il y en a d'autres qui vont suivre par la suite. J'ai l'impression que c'est la suite logique des choses. Mais on sent que de plus en plus, il y a une contestation qui se légitimise. Peut-être je ne suis loin d'être un Trumpiste. Non. Mais par contre, on sent que l'élection de Donald Trump a permis aux gens de dire, c'est terminé ces formations-là. Ça a donné une légitimité en quelque sorte à beaucoup de gens. Oui, parce que dans le fond, les entreprises qui ont adopté ces formations-là, souvent, plus qu'autrement, c'est vraiment pour des raisons d'image. C'est pas vraiment parce que même eux, ils croyaient. C'est une question d'image. Tout le monde faisait. Ils disaient, écoute, on va embarquer. Tout le monde les fait, donc il faut qu'on les fasse aussi. Oui, c'est absolument ça, une forme de marketing, qu'on pourrait dire, en quelque sorte. C'est le fameux argument du calendrier. On est rendu là. Ouais, on est rendu là. Souvent, on l'entend, cet argument-là, alors qu'à nouveau, en parlant de pensée critique, c'est pas un argument en soi de dire qu'on est rendu là. Même si, bien souvent, c'est un argument très convaincant parce que les gens veulent être à jour, les gens veulent pas être des dinosaures, en quelque sorte. Monsieur Santa Rosa, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Merci à vous, au revoir. David Santa Rosa, chroniqueur et collaborateur à Cube Radio, il est maître en philosophie et en éducation, auteur aussi du livre La pensée woke. Voilà, c'est la fin de l'émission pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin, je suis Paulo Dantas. Merci de votre écoute. Je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM. On se retrouve vendredi prochain pour analyser encore l'actualité avec contexte, équilibre et un ton honnête.